Nommé au César du meilleur espoir en 2002 pour sa composition de Gueule cassée dans la chambre des officiers de François Duperron, il décroche le César du meilleur espoir masculin en 2004 grâce au film Bon Voyage de Jean-Paul Rappeneau, où il tient le premier rôle à côté de Virginie Ledoyen et Isabelle Adjani. Et puis il y a eu aussi L'équipier de Philippe Liorret, où il tient le rôle de l'équipier, Le passager de l'été de Florence Moncorgé, où il tient le rôle du passager de l'été, et Les fragments d'Antonin de Gabriel Le Baumin, où il tient le rôle d'Antonin. Alors s'il a fait du cinéma son terrain de jeu et d'expression, cet homme curieux ne joue pas du tout à l'acteur pour autant. Simple, disponible, c'est aussi un homme en recherche d'excellence, d'ailleurs, et de profondeur, qui vient nous dévoiler le visage inattendu de sa personnalité. Grégory de Rangère, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur VIP. Merci à vous. La première question qu'on a envie de poser à tout comédien, c'est pourquoi devient-on comédien et qu'est-ce que ce métier vous apporte? Les raisons sont un peu floues. Pourquoi? Moi, je pense que l'envie profonde, c'est de raconter des histoires. Après, pourquoi réalisateur? Pourquoi pas réalisateur? Pourquoi pas chanteur? Pourquoi pas peintre? Pourquoi pas auteur? Pourquoi pas auteur? Je pense qu'il y a un instinct comme ça, une sorte de flair qui nous pousse vers une forme d'expression plus qu'une autre. Et moi, c'est 2-3 souvenirs d'expériences de scènes que j'ai pu avoir jeune. J'ai joué au Canada, j'ai joué à un immeuble. Je jouais dans un spectacle, un immeuble avec 2 trous. Comment fait-on l'immeuble? Ça m'intéresse. On se met un carton sur la tête avec 2 trous, puis on se promène au fond. Et j'ai joué dans une colonie de vacances. Le pari, c'était, je ne sais plus ce qu'il fallait faire. Je devais jouer quelque chose d'assez dramatique. Et rentrant sur scène, j'ai fait une gaffe qui a fait rigoler. Et je me souviens avoir employé tout mon esprit à refaire d'autres gaffes qui faisaient rire tout le monde. Donc, ces expériences-là m'ont poussé après sur la scène. Le bonheur d'apporter quelque part du bonheur aussi. Et le plaisir d'être sur scène et de le partager. Qu'est-ce que ce métier de comédien vous apprend? Qu'est-ce qu'il vous apporte, ce métier? Est-ce que déjà il vous apporte ce que vous en attendiez? Oui, un terrain de rêve. C'est-à-dire mon travail, c'est qu'on me propose de rêver. J'avais des dispositions particulières jeune et adolescent, et finalement on me propose de rêver en m'offrant un personnage qui a un parcours, une vie que je n'ai pas eue, des désirs particuliers, et je dois me forcer à rêver pour pouvoir être habité par les émotions qui sont le cahier des charges, qui sont commandées vendredi 12 à 11h47 quand débute la scène. Voilà, ce cahier des charges-là. Donc je dois me forcer à être triste, rêver, à être joyeux, à être... tout. Et j'aime cette pression-là et cette demande-là. Ouais. C'est un peu le fantasme de vivre sans vie, finalement, de vivre plusieurs vies à la fois, la sienne, propre, réelle, et puis d'autres vies qu'on n'aurait jamais autrement. D'autres vies, et surtout des vies exceptionnelles, parce qu'en général, on raconte l'histoire de personnages qui vivent des choses un peu exceptionnelles, un peu extraordinaires, hantés par des désirs, des événements hors normes. J'ai cité quelques films, je ne les ai évidemment pas tous cités. On reviendra un peu plus tard dans l'émission sur Les fragments d'Antonin qui va sortir en DVD début février. Est-ce qu'il y a un personnage plus que les autres dans ceux que vous avez pu interpréter qui vous habite encore ou qui vous a peut-être plus marqué, plus impressionné? Non, c'est pas tant des personnages, c'est des émotions. Ah oui. Oui. D'ailleurs, les personnages ne m'intéressent pas plus que ça, en fait. Savoir si c'est des personnages d'époque. Ce que raconte l'histoire ne m'intéresse pas plus que ça non plus. Ce que j'aime, c'est dans quelles émotions vont me transporter ce personnage. Qu'est-ce qui l'anime? Quelles sont ses peurs? Qu'est-ce qu'il doit dépasser, surpasser? Le plus enivrant à jouer, pour moi, c'est quand même les histoires d'amour. C'est ce qu'il y a de plus excitant, de plus difficile, je trouve aussi, parce que ça demande... on peut toujours tricher un peu dans des histoires de camaraderie. Pour moi, jouer avec les garçons, c'est une récréation, parce que ça joue sur des terrains d'émotions qui sont plus, comment je peux dire, plus faciles. Les histoires d'amour... En tout ça, qui vous sont plus faciles à vous. Oui. Voilà. Et jouer avec les femmes, c'est... C'est en général des histoires d'amour. Et ça demande, on peut moins tricher, moins se cacher. Voilà.
Donc c'est plus dur, mais c'est plus enivrant. Dans les films dans lesquels je vous ai vu, vous avez souvent le rôle, dit les rôles de jeunes premiers, mais par qui le scandale va arriver? Je pense à L'équipier, Oui. de Philippe Lorel, Passager de l'été, enfin voilà quoi, c'est sous vos airs un peu angéliques comme ça, parce que vous avez un physique comme ça, quelque chose de, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais de gracieux, de viril aussi. De pas y toucher. Puis un petit air de pas y toucher. Je pense que les réalisateurs s'en servent pour vous faire jouer des rôles à double tranchant, quoi. Oui, oui, je m'en rends compte avec ce qu'on me propose. En général, on se sert de cette innocence, effectivement, que peut dégager le personnage pour le plonger dans des choses plus... pour dénoncer aussi tout un abîme. Hein. C'est le cas, par exemple, avec les fragments d'Antonin, où on plonge ce personnage dans la guerre et tout ce qu'elle a d'horrible. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire des fragments d'Antonin, parce que c'est quand même très, très particulier ce tournage-là. Alors, c'est l'histoire d'un jeune instituteur donc qui éduque des enfants, quelqu'un de très sain, qui construit des hommes et qui se retrouve donc dans cette guerre de 14, appelée à aller sur le front. Donc une guerre de 14, je ne suis pas un expert en histoire, mais une guerre qui était censée se terminer assez rapidement, et en tout cas transportée par un élan patriotique, et une guerre, entre guillemets, je crois, pas qu'on avait plaisir à les faire, mais il y avait une vengeance, enfin bref. Et donc ce personnage-là se retrouve rapidement confronté dans le terrain de la guerre, c'est-à-dire l'horreur en fait, le chaos, et un terrain qui n'est pas du tout celui qu'il a connu, lui, et où tous les repères sautent. Et cet homme qui construisait des êtres humains, des innocents, se retrouve à en tuer. Mais pas simplement tuer des ennemis, mais à tuer des innocents en face, à tuer aussi des innocents dans son camp, parce qu'il y a un moment... Il y a une scène de désobéissance ouais. Et d'exécution qu'on lui demande de très faire. Dur. Donc il est obligé de massacrer de l'innocence. Et il commence à le chambouler très fortement. Il se retrouve même à la fin, on le met à l'arrière. Il s'occupe de pigeons voyageurs, qui sont un peu dans ce film, ce qui reste au bout d'un moment comme le seul symbole de pureté dans le film, jusqu'à ce que ces fameux pigeons soient eux-mêmes massacrés par des déserteurs allemands. Et là, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce qu'il devient... il ne peut plus supporter, son cerveau ne peut plus supporter cette horreur. Et on peut dire qu'ils sont quoi, dans la folie ou... Oui, une espèce de folie, il est hanté par des rêves. Alors, c'est un nom plus scientifique, ça s'appelle des phénomènes de reviviscence. C'est ce que vivent, par exemple, tous les traumatisés de guerre. Oui, de guerre, Vietnam, encore aujourd'hui, et d'Irak. D'Irak on aussi, entend souvent il y a des reportages sur des soldats qui rentrent d'Irak, mais aussi des civils, de pompiers qui ont vécu des choses atroces dans des attentats qu'il y a eu ces dernières années. Et donc, c'est en fait, au vu de la scène que vivent ces gens-là, à un moment, le cerveau sent que le personnage ne peut plus supporter ça. Et donc, il choisit de disjoncter, finalement, c'est un peu ça l'image. Et ces rêves-là ne sont pas digérés. Donc, ils se heurtent. Alors qu'ils ont bien existé. Oui, en fait, ils les revivent, ces scènes, 50 fois, 60 fois par jour. Ils les revoient, ils les revivent avec la même intensité d'émotion qu'elles avaient originellement, mais ils n'arrivent pas à la digérer. Alors, il faut quand même dire, on va regarder la bande-annonce d'ici quelques secondes, mais il faut quand même préciser quelque chose, que les gens qui n'ont pas vu le film, les fragments d'Antonin, l'année dernière, pourraient être un peu choqués. Vous n'en faites pas trop. C'est-à-dire que le réalisateur Gabriel Le Baumin a eu l'idée de ce film en fait en consultant des archives de l'armée, voit ces films où on voit des personnes trembler dans tous les sens en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, il les utilise dans le générique du début, alors, ça nous plonge tout de suite dans l'ambiance. Hein. Et non, vous n'en faites pas trop, vous êtes même exactement dans la mesure, et même il y avait des hommes filmés à l'époque qui en faisaient bien plus que ça, quoi, dont les syndromes étaient encore plus développés que ça. Là, je dois beaucoup à Gabriel, le réalisateur, parce qu'on ne peut pas se juger, et c'est lui qui tenait le curseur. Hein, parce qu'au début, quand on a vu ces archives-là dont vous parlez, il y avait des types qui ont des réactions. On s'est dit, on ne peut pas faire ça, parce que les gens vont pouffer de rire. D'abord, ils ne connaissent pas le syndrome, forcément. Oui, tout à fait. Donc, ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils nous racontent comme histoire? Donc, c'est vraiment Gabriel qui a jaugé tout ça. Il y a des jours, ça partait un peu n'importe comment. Des jours, c'était un peu en dessous. Donc là, je lui dois tout. Alors, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce et qu'on reparlera après du film. Quand on l'a retrouvé errant 3 mois après la fin des combats, Antonin Verset était incapable de dire qui il était. Incapable de soutenir le moindre regard. Qu'a-t-il vu?
Comme tous les hommes que je soigne dans cet hôpital, il a connu une échappée dans le chaos du monde. Un bras coupé, une jambe en moins, une gueule cassée, c'est vrai que ça vaut de l'argent, mais franchement, les cauchemars. Regarde cette Bible, regarde-la bien. Elle parle du courage et de l'honneur du sacrifice. Elle nous mènera à la victoire. En avant! Le plus troublant dans le cas d'Antonin, c'est qu'au moment supposé de sa disparition, il s'occupait de pigeons voyageurs. Ça fait un petit bout de temps qu'on t'avait pas vu, toi. Le choc intérieur s'est niché dans les corps. Impact à l'abdomen. On oublie. Comment es-tu encore vivant, celui-là? C'est un officier, mon colonel. Non, c'est un homme qui meurt. Comment les arracher au passé? Tu vas monter, tu vas les battre. Chartreux! Tu connais le règlement. Souvenir de l'enfer. Enfer du souvenir. Toutes les guerres ont une fin. La violence deviendra illégale. Que ferons-nous alors de nos consciences? Combien de temps faut-il pour construire un homme? Combien de temps faut-il pour le détruire? J'aimerais que vous le lisiez. Voilà, on aura reconnu vos camarades de jeu, Anouk Grimbert, Aurélien Recoing et Nils Arestrup, entre autres. Vous avez un jeu, je crois qu'on l'a bien vu dans la bande-annonce des Fragments d'Antonin, qui est très américain. Je ne sais pas si on vous a déjà dit ça, mais on voit que vous travaillez beaucoup par le physique. Les Américains sont comme ça. Je prends 20 kilos pour un rôle, j'en perds 30 pour un autre rôle. On voit que le physique est votre premier outil de travail, votre corps, avant la voix peut-être. Je me trompe ? Non, je ne sais pas. Bon, là, pour ce film, éluder la question physique, c'était un peu difficile, mais enfin, ces histoires d'acteurs à l'américaine, moi, j'y crois toujours un peu à moitié, parce que prendre 30 kilos, moi, ça ne m'épate pas. Hein. Se raser les cheveux, se mettre des implants pour jouer un chauve, je ne trouve pas non plus que ce soit une performance particulièrement impressionnante. Je pense que les acteurs américains, surtout, ne se satisfont pas que de ça. Il y a quand même un jeu derrière plus profond, plus intime. Pour préparer cette émission, je me suis permis d'appeler quelques-uns de vos amis. Parmi ces amis, il y en a un qui s'appelle Sébastien Roch. Alors, dommage peut-être de rappeler cette image-là, mais Sébastien Roch, pour ceux qui ont peut-être éventuellement regardé Léna les garçons, c'était celui qui faisait Cri-Cri, voilà, qui aujourd'hui a du mal à quitter son étiquette, on le salue au passage, et qui est musicien, qui sort un album d'ailleurs, qui est donc, l'album s'appelle Puce de luxe, pour ceux qui voudraient éventuellement voir ce qu'est devenu Sébastien Roch et voir la musique qu'il fait. Et donc, c'est très bon ami à vous. Vous avez d'ailleurs très peu d'amis dans ce milieu-là. Oui, même en général. D'une manière générale, vous n'avez pas beaucoup d'amis. On entend des gens qu'on connaît très très bien. Et sur lesquels on puisse compter, oui, moi c'est ce que j'entends par ami. Et pourquoi vous avez peu d'amis? C'est comme ça. D'abord, j'ai voyagé jeune, donc j'ai habité dans pas mal d'endroits différents. Donc forcément, les liens que je pouvais avoir avec des jeunes gens de mon âge se distendent. Oui, et puis ils n'ont jamais duré plus de 3 ans. Et puis c'est comme ça. Moi, voilà, c'est des gens que je vois avec plaisir, pas fréquemment, mais de temps en temps. Et donc, pour revenir à Sébastien Roch, il me disait que vous aviez une sensibilité hors du commun. Et est-ce que c'est une faiblesse dans votre... Alors, vous avez le droit d'être d'accord ou pas avec lui, hein, mais je pars du principe qu'il vous connaît bien, votre camarade du cours Florent. Est-ce que c'est une faiblesse d'avoir une sensibilité hors du commun pour un acteur? Est-ce que ça peut devenir une faiblesse ou au contraire, c'est la force sur laquelle vous appuyez, vous, pour construire vos rôles? Je pense que c'est un atout, parce qu'il s'agit quand même de rendre des émotions. Donc, plus on est sensible, plus on engrange des sensations fortes dans sa vie, et plus on va être à même d'essayer de les rendre. Et ça peut être une faiblesse parce que c'est un métier où quand on débute... on est un peu tendre, peut-être? Un peu tendre. Oui, on est tendre, mais les gens ne le sont pas du tout avec vous, par contre. Hein, surtout quand... moi, j'ai démarré pendant des années avec des gens comme Sébastien au cours Florent. On n'était pas fils d'eux, on n'était pas non plus, on était provinciaux aussi, donc on n'était pas non plus prémoulés dans ce truc, un milieu un peu parisien. Et
Et puis on n'a pas démarré tout de suite par des films qui nous ont donné une notoriété qui comment on peut dire, calmé un petit peu tout le monde. Donc effectivement, oui, on a eu des années où, bon, ça fait partie du jeu, hein, les gens ne se gênent pas non plus pour vous dire ce qu'ils pensent de vous. Mais vous pensez à ça avec sourire, visiblement. Oui, parce que finalement, ils m'ont pas eu. Et puis, mais enfin, ça prend quand même des années pour... Alors, les gens peuvent trouver ça un peu léger, mais quand on est acteur et sensible, son ego, sa sensibilité, c'est assez... Il y a des moments un peu douloureux, mais finalement, bon, ouais, avec le temps, ça passe. On s'en remet. Le succès venant aussi. Ça rassure un peu. On commence à bien vous identifier quand même. Oui, sans que ça prenne des proportions incroyables, mais... Il manque encore peut-être le grand rôle qui vous imposera définitivement. Mais c'est ce que me disait le réalisateur Gabriel Leboma. Il me dit, justement, c'est un comédien. C'est pas un acteur, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute et qui se met au service du film. Et alors lui, il faisait la différence, un acteur, c'est Jean-Paul Belmondo, on crée des films pour lui, etc. Le comédien, lui, va arriver à se glisser dans le personnage, à en prendre tous les plis et les replis. Je ne sais pas si vous vivez comme ça. Non. Non, pas vraiment. C'est marrant parce que les gens ont un avis sur vous et vous êtes rarement d'accord avec eux. Oui, non, là, je ne vois pas le problème. Non. Mais... Non, je crois on peut faire des tas de films, d'avoir des grands rôles qui sont appréciés par quelques spectateurs, la presse. Le succès populaire, c'est encore autre chose. C'est un film d'un autre genre qui, quelle que soit sa qualité d'ailleurs, qui sort à un moment qui sort au bon moment et qui fait un écho, qui trouve écho avec ce que les gens ont envie de voir et qui font de vous un acteur populaire. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu encore rencontré un film comme ça. Mais c'est un désir ? Je pense que tous on peint ou on chante pour que ça soit le plus écouté, vu. On sent chez vous une certaine pudeur, je crois. Philippe Torreton dit que vous jouez avec une belle retenue, avec un beau recul, qui permet de deviner finalement en filigrane plein de choses que vous n'allez pas forcément étaler comme ça, mais qui transparaissent quand même, mais de l'intérieur. On sent aussi que ça vous aide à construire finalement vos... Je ne sais pas si c'est conscient d'ailleurs chez vous, mais ça vous aide à construire vos personnages. La pudeur, oui, on revient là encore. Non, ça j'avoue que c'est pas voulu. Moi je fais du mieux que je peux pour respecter le cahier des charges finalement, et que l'émotion qui doit être vue soit palpable. Peut-être qu'il y a une pudeur naturelle contre laquelle je ne pourrais jamais lutter. Enfin, si... C'est pas grave, c'est joli la pudeur. Oui, et puis l'essentiel c'est que un peu d'émotion transperce. Qu'est-ce qui vous plaît le plus et le moins dans votre métier ? Le plus, on en a déjà un peu parlé. Oui, le plus, c'est sans hésiter l'occasion de faire du rêve une profession. Le moins, l'attente et la dépendance. Dépendant du désir des autres ? Une dépendance insupportable. D'ailleurs, je crois comme beaucoup d'acteurs aujourd'hui, moi j'ai commencé à me mettre à écrire. Alors, rien de grandiose pour l'instant, mais je m'y mets comme tous parce que en parlant. Et puis, il faut dire qu'aussi, bon, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais la plupart de ceux que je rencontre ne sont pas forcément comblés par l'époque, on va dire, parce que racontent les films, parce qu'on leur propose. Et donc, de plus en plus, je crois, s'y mettent à écrire, à essayer de monter d'initier des projets, en tout cas. Et être sa propre source de création. Alors, vous écrivez, vous partez dans le roman, le théâtre, le scénario ? Les scénarios. Moi, c'est pour jouer. Je ne veux même pas les réaliser. À la rigueur, j'essaie d'écrire une histoire que j'aimerais proposer à des scénaristes. Avec quel genre de rôle pour vous ? Moi, j'ai un amour, vraiment une attirance, je veux dire, vraiment très forte pour la comédie d'aventure, les films d'aventure. Comédie aujourd'hui, bon, ça veut dire grosse rigolade, mais comédie d'aventure, des films assez légers. Alors ça va de les films comme Indiana Jones, moi, m'ont fait rêver quand j'étais adolescent. Il y a des films aussi plus durs comme Papillon, ou plus profonds comme Laurence d'Arabie. J'aime aussi des films comme La mort aux trousses. D'accord. Ce genre de personnage. Un type très gentil qui, je ne sais plus ce qu'il fait comme boulot, il est dans une agence, il va déjeuner avec sa maman, enfin vraiment une crème, et qui se trouve embringué dans toute cette histoire, et qui en vient à prendre des armes, à partir dans les aventures. Oui, j'aime bien ce genre d'histoire. D'ailleurs, il y a chez vous un potentiel comique qui n'est pas très exploité, pour l'instant en tout cas. Avec la bande-annonce que vous avez montrée, non, ça risque pas. Oui, je ne sais pas. Oui, peut-être. Enfin,
dans l'action surtout. Hein. L'humour, j'aime bien l'humour, mais dans l'action. Dans Je l'action. ne suis pas quelqu'un qui fait des blagues ou des choses comme ça. Non. Votre besoin d'action et d'aventure, il rejoint quand même un goût que vous avez pour les voyages. Un goût qui a été un peu imposé par vos parents, parce que vous avez beaucoup déménagé, c'est ce que vous nous avez expliqué. Vous avez vécu dans... Citez voir un peu les pays où vous avez vécu, au Canada, vous l'avez dit. J'ai fait 1 an et demi à Moscou, enfin, j'étais tout petit. Beaucoup de régions en France. J'ai fait 4 ans en Guyane française, un peu au Canada. Et puis j'ai suivi mon père au Népal, mais quelques semaines, alors que lui vivait là-bas. Avec un goût du voyage qui ne s'est pas démenti depuis. Vous avez adulte, vous avez rebougé beaucoup. Ah oui, dès 20 ans, après, dès que j'ai pu voyager tout seul, j'ai continué. J'étais assez attiré par l'océan Indien, donc j'ai essayé d'en faire le tour. Le Yémen, Madagascar, l'Indonésie, l'Australie. J'étais 2 fois, j'ai un peu de famille en Australie. Et l'Indonésie, qui m'attirait particulièrement, et dont j'ai essayé d'apprendre la langue pendant 1 an, parce que j'avais des projets différents, guide touristique. C'était avant d'être acteur, c'était pendant que vous étiez acteur, ça? C'était pendant, mais cette dépendance déjà commençait un peu à me barber un petit peu, et puis les propositions n'étaient pas... C'était avant Bon Voyage de Jean-Paul Rapneau. C'était juste avant Bon Voyage. Qui est vraiment le film qui vous a fait connaître. Oui, passer à, disons, la vitesse un peu supérieure. Et alors en indonésien, vous me dites un truc là? Saya senang di sini, terima kasih banyak. Saya belajar bahasa Indonesia, tapi saya lupa banyak sekarang karena saya tidak sering bicara. Mais c'est exactement ce que je vous disais hier d'ailleurs. Tout à fait. Vous vous souvenez bien. D'accord. Et donc vous m'avez raconté quoi là? Que j'étais très content d'être ici. Et merci de me recevoir. J'ai effectivement appris un peu d'indonésien, mais j'en ai oublié beaucoup parce que je pratique plus. Je n'ai pas l'occasion de pratiquer beaucoup. Et le but, c'était quoi? Alors le but, c'était d'être guide. Alors j'avais aussi appris en parallèle des choses sur la nature, la forêt, la jungle. Je l'avais un peu côtoyé pendant 4 ans en Guyane quand j'étais gamin, et c'est un univers qui me reste, qui me fait rêver, qui me fascine encore. Qui reste collé au cœur, en tout cas. Donc, si vous voulez, il y a 2 grandes forêts, il y a l'Amazonie et les forêts indonésiennes. Donc, comme j'en avais connu une, je voulais aller voir l'autre. Et je voulais aussi faire partager ça à des gens, des Français, des Occidentaux, enfin n'importe qui. Et donc, j'avais appris aussi tout un truc sur les arbres, tout un truc sur la nature, où j'allais toutes les après-midi à la bibliothèque du Jardin des Plantes. Voilà, être guide un peu, emmener les gens dans la jungle comme ça pendant 3 semaines et leur montrer un peu tout le système, tout ça, comment ça pouvait marcher. Et pourquoi ça ne s'est pas fait alors? Ça ne s'est pas fait parce que, pour 2 raisons en fait. La première, c'est que je me suis rendu en Indonésie pour la première fois après 1 an de travail le 18 septembre 2001, donc 1 semaine après les fameux attentats. Et l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde. Alors bon, j'ai quand même été. Pendant 15 jours, ça s'est pas trop mal passé. Après, les Américains, ils ont attaqué l'Afghanistan. Bon, là, il y avait des histoires qui commençaient un peu... le pays devenait un petit peu chaud. On entendait des histoires de partout. Moi, je me débrouillais, mais enfin, je comprenais pas tout non plus. Et là, je suis tombé dans un pays un peu bizarre. Bon, effectivement, un pays assez pauvre, où on me comprenait qu'il y avait ça pouvait partir très vite. C'est dangereux finalement. C'était assez dangereux. D'un autre côté, les gens, qu'est-ce qu'ils voulaient que je reste et que je dépense mon argent? Et puis, il y avait des gens qui ne voulaient pas que leur pays ait cette image-là. Mais la presse, il y avait des choses bizarres sur la presse. On apprenait, les journaux titraient avec des grosses photos d'étudiants qui brûlaient des drapeaux américains. Après, on apprenait qu'en fait, c'était des journalistes qui saoulaient des espèces de gamins un peu paumés, qui leur filaient des drapeaux avec un briquet, et qui prenaient des photos cadrées, qui titraient que la rue était en feu. Et tout ce contexte politico-religieux dur, vous empêchez de mener votre projet à bien? Vous vous êtes dit, c'est pas le moment? Moi, j'ai atterri dans un village de pêcheurs à un moment, et je me suis dit, moi, je vais rester là 3 semaines, parce qu'il y avait des gens qui arrivaient des grosses villes. Le problème, c'était les grosses villes, avec les étudiants, qui apparemment étaient un peu en fièvre, on va dire. Et j'entendais des histoires, oui, apparemment, il y avait des Occidentaux qui s'étaient fait coincer. Dans le doute, je suis resté dans mon village de pêcheurs, manger du poisson pendant 3 semaines. Et après, vous êtes reparti direct en France? Je suis rentré en France un peu déçu de toutes ces affaires-là, parce que après le pays, à Jakarta, l'Indonésienne avec qui j'avais appris la langue me disait qu'il y avait quand même beaucoup d'attentats, que l'ambiance était en train de se pourrir. Et en rentrant, j'ai eu cette proposition de jouer dans le film de Jean-Paul Rapneau.
Et le métier m'a offert un peu plus d'activité qu'avant, donc voilà. Donc de quelque chose d'un peu négatif, Voilà. c'est devenu une force, c'est quelque chose Ma carrière de guide s'est arrêtée. C'est arrêté là. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on voyage? Est-ce qu'on voyage pour se quitter, au contraire, pour se fuir, ou est-ce qu'on voyage pour se trouver? Disons que peut-être, je crois que c'était une curiosité de voir l'autre. Comme dans un immeuble, on dirait rencontrer ses voisins. C'était ça, la curiosité du monde. Et ça enlève beaucoup de fantasmes sur l'étranger. Je me souviens, par exemple, mon père, qui était médecin en plus. Donc ça aide beaucoup à découvrir les gens d'une manière justement comment on appelle ça, un peu désacralisée. Tout le monde a les mêmes problèmes. Et c'était dans un village au Népal où il avait été voir une dame. On était dans une petite maison, on dormait par terre. Et ça commençait à hurler dans tout le village. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était les autres dames du village qui hurlaient à la mort parce que le toubib n'était pas passé les voir. Alors elles se trouvaient tout de suite des trucs, des tumeurs aux genoux, je sais pas quoi, et ça devenait des proportions pas possibles. Et en fait, j'ai retrouvé chez ces dames et chez ces gens les mêmes un peu simagrées ou manèges que je pouvais voir chez les gens du village qui venaient dans son cabinet tous les jours. Ouais. Et bon, c'est anecdotique, mais ce parallèle, plus d'autres, m'a fait comprendre que vraiment, on était vraiment tous pareils, tant dans notre petitesse que dans parfois nos élans un peu de grandeur. Quoi. Disons que la nature humaine, vous en avez fait quelque part un petit peu le tour. Et donc la passion des voyages s'est arrêtée ou... Elle s'est arrêtée avec le temps. C'est éteinte. Oui, ma curiosité s'est un peu éteinte. Mêlée aux gens, j'avais aussi la curiosité des grands paysages. C'est-à-dire que je ne suis pas ethnologue, moi. Hein. Vous êtes un contemplatif plutôt alors? Je veux voir comment on vit dans un désert comme l'Australie, grand comme l'Europe. Comment dans les grands plateaux yéménites ou dans le désert, les gens vivent, dans la forêt. J'aime les gens. Même quand j'ai eu la chance de tourner dans des films au contact des gens des montagnes, dans les Alpes, ou ceux de la mer, j'aime ce que ces éléments apportent aux gens. J'aime les gens de la montagne et les gens de la mer. Alors, vous dites, je ne suis pas ethnologue. Pour autant, si on se balade un peu sur votre site internet, on voit que vous consacrez une bonne partie du site à la défense de la nature, déjà en soutenant la Fondation Nicolas Hulot. Vous êtes l'un des parrains. Et puis en soutenant aussi quelqu'un qu'on connaît moins, qui s'appelle Émilie Barucan, qui, elle, vit chez les Indiens au Brésil, si je me trompe pas. Dans l'état du Mato Grosso. Dans l'état. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, peut-être déjà comment la rencontre s'est faite avec Émilie Barucan, quel est son combat et comment vous le soutenez alors? Émilie, c'est tout bête. En fait, je suis tombé un jour dans une bibliothèque sur son livre et j'ai vu la photo d'elle, la couverture là derrière où elle avait des photos avec ses Indiens. Ça m'a rappelé un peu les ambiances que j'avais pu connaître. Je me suis moins immiscé qu'elle dans la jungle, hein, mais j'avais pu quand même connaître ces émotions-là. Donc j'ai découvert son livre et elle fait un combat extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle part 6 mois de l'année, elle doit avoir 26, 27 ans maintenant, depuis des années, 6 mois de l'année, toute seule chez les Indiens. Et c'est assez. Alors elle défend, elle essaye de les monter, comment dirais-je, à un niveau juridique pour qu'ils puissent défendre leurs droits avec des droits internationaux, comme étant un peuple, pour pouvoir se défendre contre l'agression de grands exploitants brésiliens qui veulent cultiver leurs terres. Alors ça, c'est le côté un peu juridique, c'est sa mission, c'est son travail, mais sur place, c'est vraiment difficile. D'abord, elle raconte dans son livre que les milieux sont difficiles, là où elle vit avec ses Indiens. Il y en a des fois qui partent à la chasse, qui ne reviennent pas, parce que... alors, il y a plusieurs histoires. Apparemment, il y en a qui se feraient descendre. Hein. Elle-même subit beaucoup de pression quand elle arrive au Brésil par des gens de la Fondation des Indiens. Enfin, il y a tout un micmac pas possible politique. Et puis, la vie dans la jungle aussi est dangereuse. Peut-être pour une femme encore plus. Oui. Oui. Et vraiment, j'invite les gens à découvrir son livre parce qu'elle fait un travail formidable. Et alors moi, ce qui m'intéresse, elle fait un travail d'ethnologue, proche de l'humain, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que via la défense de ces gens-là, elle défend aussi leur habitat et la façon qu'ils ont de vivre avec cet habitat, ce respect-là. Et défendre ces gens, c'est aussi défendre toutes ces grandes parties de forêt qui ne seront jamais déboisées pour en faire. Alors maintenant,
ces histoires de pétrole, comment on appelle ça, de gasoil par les plantes, là. Je sais plus comment ça Oui, s'appelle. non, je ne vais pas retrouver non plus. Hein. Enfin bon, ouais, voilà. D'accord. Elle me fait un peu penser à une aventurière, on peut dire ça comme ça. Ça serait un petit peu la petite sœur de Jérôme Pasteur qu'on a eu la chance de recevoir dans cette émission et qui fait le même travail effectivement à aider des peuples indiens à ne pas se laisser écraser, à garder leur façon de vivre et en même temps à ne pas se laisser écraser. Spécifiquement pour Jérôme Pasteur, c'est l'exploitation forestière. Oui. En fait, des bois. Des beaux bois, quoi, comme le teck, etc. Alors, juste pour préciser qu'elle a une association, hein, Émilie Barucan, qui s'appelle Wayanga. 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 Wayanga, c'est d'ailleurs le titre de son livre. Et effectivement, Voilà. on peut retrouver toutes les informations qui la concernent sur son site, c'est wayanga.org. Voilà, il y a une adresse à Paris qui est 20 rue Saint-Sauveur dans le 2e arrondissement pour ceux qui voudraient avoir des renseignements, voire éventuellement faire des dons parce qu'il y a un appel aux dons pour aider à, Toujours. Hein, à sauver, bien oui, sûr, à sauver ces Indiens. Vous avez évoqué plusieurs fois votre enfance en disant que c'était une enfance nomade avec des parents médecins. Il ressemblait à quoi le petit Grégory de Rangère en termes de caractère, de petit garçon Bon, un type un peu rêveur. Ouais. Un peu tout seul, sans être... Pas tout seul, vous aviez des frères et sœurs quand même. Oui, mais disons que la famille, pour faire court, c'est vite dispatchée, si vous voulez. Et non, mais rêveur, mais sans, comment dirais-je, sans tristesse, quoi. C'est pas une rêverie dramatique, c'était... Les circonstances ont fait que j'étais effectivement souvent seul et à la rencontre des autres. Et même en France, par exemple, on a vécu quand même pas mal d'années en France. J'ai vécu en province, à Strasbourg, j'ai vécu à Paris, j'ai aussi vécu en banlieue parisienne, à Clichy-la-Garenne, Asnières, Gennevilliers, tantôt dans des apparts dans des jolis quartiers, tantôt moins. Et finalement, toutes ces balades vous rendent un peu seul parce que, comme on disait tout à l'heure, les liens qu'on commence à créer se coupent à chaque fois. Donc il y a une solitude un peu de fait qui se crée. Mais ce n'est pas une solitude repliée ou tristoune. Non, au contraire. Ça m'a permis de découvrir des gens différents, dans des milieux différents. Et petit, vous vouliez faire quoi? J'avais envie de rêver, je rêvais un peu d'aventure. Alors c'était des... Alors on reste avec Indiana Jones. Hein, voilà, c'était des clichés un peu de ce genre-là. Choses, ça aurait pu être l'archéologie, tous ces trucs-là. Un peu d'ailleurs, de recherche. Finalement, ça alliait ce que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est-à-dire le voyage et le terrain du rêve. C'est peut-être pas un hasard si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Quand vous pensez à votre enfance, est-ce qu'il y a une odeur particulière qui remonte comme ça dans vos souvenirs? Le bois coupé. Le bois coupé. Dans quel pays, là, on est? En Guyane, où j'ai passé quand même de 7 à 11 ans. C'était les années les plus... je ne sais pas si on peut dire les plus intenses. C'est des années importantes quand même, de 7 à 11 ans. Oui. Et elles l'ont été pour moi. Et j'ai des souvenirs vraiment de ces pirogues-là, le matin, avec la brume sur les fleuves. Et puis, à l'époque, beaucoup de gens construisaient des petits carbets dans la forêt. Et on coupait les bois, ces bois rouges, là, je ne sais plus comment ils s'appellent. Et avec la pluie, il pleut souvent, ça donne une odeur particulière de forêt, bois coupé, mouillé. Ça, quand on vous écoute parler notamment de ces années entre 7 et 11 ans, on sent qu'il y a un petit côté paradis perdu quelque part. Même le vert paradis de l'enfance, quoi. Ah oui, peut-être, oui. C'est quand même une époque où il y a moins de freins à la rêverie, quoi, je pense. Bon. Et quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises, plus particulièrement? Je pense pas que c'était des gens qui aient eu une éducation très, forcenée, appliquée. Ils n'ont pas cherché à m'apprendre des choses en particulier. Non, mais peut-être par l'exemple, tout simplement, ou par leur manière de vivre. Voilà, c'est ça. Voilà. Je pense qu'ils m'ont offert l'occasion de voir de belles choses. Et ce que j'en retiens le plus, c'est que on est patron de sa propre histoire. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des gens plus chanceux que d'autres. Bon, c'est comme ça, mais on a des cartes en main et personne ne jouera le jeu à votre place. Il faut, si vous ne prenez pas les choses en main, il ne se passera rien. Plutôt éviter d'attendre des choses de qui que ce soit. Alors, il y a l'éducation que vous avez reçue. Il y a ce que vous avez appris, vous, tout seul, quand l'adulte s'est construit. Vous êtes papa de 2 filles, hein, oui. C'est ça, on les salue au passage. Et qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos 2 petites filles, d'important
en termes d'éducation. Si elles devaient retenir qu'une chose, elles ont quel âge vos filles 4 ans et 2 ans. 4 ans, 2 ans. Elles sont encore un petit peu petites peut-être, mais il faut commencer tôt. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre? Les mêmes choses finalement. Hein. J'essaierai d'être le passeur de ce qu'on m'a donné. J'essaierai de leur montrer de belles choses. Alors, ça peut être des choses simples, hein, de la belle musique, des beaux films, des beaux livres. Vous pensez que l'ouverture par la beauté, que la beauté est un outil, ou comment dire, un biais pourquoi? Pour ouvrir l'âme, pour être meilleur peut-être? La beauté, c'est relatif. Hein. Moi, je sais que dans des paysages, je suis touché par une beauté que d'autres ne verraient peut-être pas. Mais enfin, les grandes choses existent. Hein. Un grand roman, ça peut nourrir quand même des enfants, hein, apporter beaucoup de choses. La peinture, moi, je ne suis pas très sensible à la peinture, par exemple. Mais il peut y avoir des très belles peintures qui émeuvent les gens et leur apportent des choses. Donc, essayer de montrer une palette comme ça de belles choses. Ça peut être par des voyages, hein, ou l'art, et puis elles se débrouilleront, et puis surtout leur expliquer ce qu'on m'a expliqué, c'est que, faut travailler, pour être aimé, il faut se rendre aimable, tout commence par un travail sur soi, il n'y a rien à attendre. Je vous ai demandé d'apporter un objet. Oui. Grégory, alors c'est pas l'objet de... Allez-y, sortez-le. C'est pas l'objet de Monsieur Tout-le-Monde, hein. Vous allez nous expliquer. Non. En fait, c'est un collier que vous portez. Non. Non. C'est ma molaire qu'on m'a retirée. J'avais 15 ans. Non, c'est un souvenir de Guyane, justement. D'accord. C'est tout bête, hein, mais ça fera écho un peu ce qu'on racontait, tous ces souvenirs de forêt, tout ça. Il y avait un félin dans un zoo à Cayenne, c'est un oslo, petit félin, il s'appelle des oslos. Des oslos, oui. Et à chaque fois que j'allais dans ce zoo, je ne sais plus ce que mon père allait y faire, mais enfin bon, je filais voir ce félin. Je passais des heures devant la cage, et un jour il est mort, et le type du zoo m'a donné sa dent. Autour d'un collier, un peu, je ne sais pas d'où vient le collier, mais enfin ça fait un peu talisman d'Indien. Voilà, et vous l'avez pris comme un talisman, vous l'avez pris comme Non, pas du tout, moi je l'ai pris comme un souvenir, et puis je l'ai gardé depuis. Franchement, j'ai dû ouvrir 36 cartons pour le retrouver, hein, parce que j'ai pensé à ça quand vous m'avez demandé de trouver un objet. Je ne le porte pas autour du cou, c'est pas au-dessus du lit, et je ne brûle pas des bougies en dessous. Hein. Mais je trouve l'objet assez amusant, et effectivement, ça fait un peu talisman, presque truc magique. Et puis c'est un petit morceau d'enfance. Oui, en plus. D'une période heureuse, en tout cas. Oui. Ouais. Voilà. Ça vous émeut ça vous a ému quand vous avez enfin trouvé le fameux carton après avoir passé 3 jours à le chercher? Oui, c'est amusant, ouais. Ça rappelle des tas de souvenirs. Ouais, c'est rigolo. Et puis le côté un peu exotique de l'objet. Je suis sûre que vos filles vont vous le piquer à un moment ou à un autre. Elle voulait le mettre autour du cou, elle voulait toucher. Alors malheureusement, il part un peu en miettes là-dedans, mais bon. Ouais. Voilà, maintenant il faut le mettre sous vitrine. Ouais. Je vous ai demandé également un petit moment de lecture. Oui. Ça va nous ramener, je crois, du côté des voyages. Oui. Ça a été difficile pour vous de choisir un auteur? J'étais persuadée, très honnêtement, que vous alliez m'apporter du théâtre ou quelque chose plus lié à votre métier d'acteur. Non, malheureusement, non. Et pas du tout. Non, en fait, je cherchais un livre. Le problème, c'est que je pensais que vous vouliez un bel extrait de littérature. Enfin, j'aurais aimé vous faire partager un bel extrait de littérature. Oui. Mais je lis surtout des biographies. Alors, elles peuvent être très bien écrites, mais enfin, c'est pas surtout leur exercice littéraire qui est joli. Qu'est-ce que vous aimez dans les bios? Justement, le parcours des gens. J'aime savoir comment ils se sont dépatouillés, comment ils en sont arrivés là. Et c'est rigolo de voir que toutes les grandes histoires qu'on connaît de ces grands personnages n'ont pas toujours démarré sur les chapeaux de roue. Parfois, certaines ont même très mal démarré. C'est un côté rassurant pour nous. Hein. Oui, absolument. Quel grand personnage, par exemple, quel bio vous a particulièrement marqué Je pense surtout à des parcours d'acteurs. Je pense à des parcours comme Yves Montand, par exemple, au cinéma, qui avait démarré sur un film de Carnet, qui a été une catastrophe, je crois. Enfin bon, des parcours comme ça. J'ai lu les grands aventuriers anglais de la fin du 19e, Richard Burton, j'aime bien ces gens qui exploraient les sources du Nil, qui découvraient des... C'est quand même incroyable de voir qu'il n'y a pas si longtemps, il y a des tas de coins du monde qu'on ne connaissait pas du tout. Hein. Ça a pris en 200 ans, ça y est, on connaît tout. Hein. Vous rigolez, mais avec la chute du communisme, il y a aussi plein de coins qu'on commence à redécouvrir oui, aussi. Oui, hein. oui, c'est vrai. Tous des espaces vierges où on n'a jamais pu pénétrer et qu'on découvre. Hein. Et donc, vous nous avez amené... Donc, un extrait d'un livre de Bruce Chatwin, qui est un explorateur beaucoup plus contemporain, hein, alors qui a été journaliste, qui a beaucoup
qui a écrit, voyagé. Voilà, il a été un peu partout, au Népal, à la recherche du Yéti, au Ghana. Il raconte des anecdotes assez amusantes avec le cinéaste Werner Herzog et le Klaus Kinski, un film, enfin, des histoires un peu folles. Il a été en Inde, dans la campagne électorale d'Indira Gandhi, à Marseille, dans des bidonvilles. Alors, il raconte des histoires. Là, j'en ai une qui commence, hein, c'est juste pour vous montrer un peu la patte. Il raconte des anecdotes qu'il a découvertes, des gens qu'il a découverts, des gens qu'il a suivis, qui ne sont pas tellement intéressants pour les gens qui racontent, mais plus pour les pensées qu'il en retire ou l'éclairage qu'il nous donne sur le monde, parce que c'est quelqu'un de très cultivé. Voilà. Et le livre s'appelle ? Alors, qu'est-ce que je fais là ? De Bruce Chatwin. C'est une bonne question. Qui se pose et qu'on peut se poser tous. Et bon, il a écrit aussi en Patagonie et un livre que j'ai adoré qui s'appelle Le Chant des Pistes, qui parle des aborigènes australiens et des chansons qu'ils ont comme ça pour se retrouver, enfin tout un truc un pour peu communiquer, spirituel. Ah ben on vous écoute. Alors c'est le début d'une Oui, c'est le début parce que bon, je ne vais pas vous lire 15 pages, hein, donc je vous en lis 1,5. D'accord. Tapez du pied si je suis un peu long. Le dernier samedi de Pâques, le père Joseph de Souza mit sa soutane fraîchement repassée et prit l'autocar de Sultanpur à Lucknow. Pour célébrer la messe dans la cathédrale, il était accompagné d'un petit garçon de 8 ou 9 ans qui l'emmenait à la mission de la charité de Mère Teresa. L'enfant ne savait pas parler. Il serrait les poings contre son cou, déprimant ainsi ses cordes vocales pour faire entendre un bruit fiable et assourdi, à mi-chemin entre un grognement et un hurlement. Sur son itinéraire, l'autobus traversait la forêt de Moussafirkhana, où quelques 4 ans plus tôt, le garçon avait été trouvé jouant avec ses frères de lait, qui, dit-on, étaient des louveteaux. De Romulus et Rémus à Mowgli, dans le livre de la jungle de Kipling, on a raconté des histoires de petits hommes sauvés et nourris par des loups, ainsi que par des porcs, des moutons, des léopards, des ours et récemment au Sahara, des gazelles. Aucun cas n'a pu être prouvé de manière indubitable. On peut penser que Pascal, tel est le nom que les sœurs de la mission lui donnèrent à son arrivée, sera l'exception. Pascal se prit immédiatement d'amitié pour le chien de la mission, bien qu'un jour il prit son oreille dans sa bouche et la lui mordit avec force. Au cours de la première semaine, il déchira ses vêtements, rejeta sa nourriture, et lorsqu'il s'empara d'une paire de lunettes, il frappa les verres l'un contre l'autre comme des cymbales. La deuxième semaine, il commença à se calmer. Il apprit à accueillir les gens avec le salut hindi, Namasté. Il aimait à se promener autour du jardin, assis tout droit à l'arrière du vélo pousse-pousse. Les sœurs devaient le surveiller quand il était en compagnie d'autres enfants, car parfois, sans prévenir, il leur mettait des doigts dans les yeux. Un matin, une troupe de jongleurs du Rajasthan descendirent la rue avec des singes agitant leurs clochettes et un ours attaché par une chaîne. Quelqu'un le souleva Pascal pour qu'il puisse mieux voir le spectacle. Soudain, il se débattit et tenta de se jeter dans les bras de l'ours. Un travailleur de la mission, qui avait vu le comportement de l'enfant, décida de rebaptiser Pascal Balou, d'après le nom de l'ours dans le livre de la jungle, et écrivit un court article à son sujet dans l'un des journaux de Lucknow. Cet article fut publié dans la presse étrangère. J'étais à Bénarès lorsque j'en entendis parler. Donc voilà. C'est l'histoire de l'enfant sauvage finalement. Voilà, ouais. C'est une introduction donc, d'un de ses textes où il entend parler, il est à Bénarès, il entend parler de cet enfant sauvage et effectivement il avait déjà entendu parler de plusieurs cas et donc il part faire son enquête sur cet enfant qui s'avérera en fait c'est un peu sordide. Il en déduit qu'en fait, c'est des enfants autistes que les familles, dont les familles pauvres se débarrassent et qui courent, qui ont des cales au coude et aux genoux parce qu'ils galopent à 4 pattes et mangent tout ce qu'ils trouvent, n'importe quoi. Et qu'en fait, le mythe de ces enfants sauvages est entretenu par des gens qui essayent de récupérer un peu d'argent en vendant ces histoires-là. Mais c'est bien vendu parce qu'il nous emmène très vite dans son histoire. Hein. Oui. Ouais. Et surtout, enfin là, après, il faut lire le livre, il en retire des conclusions sur ce que nous sommes, l'humanité, tout ça. Voilà. C'est là son vrai talent et le véritable intérêt de son livre. Redites-moi, le titre, c'est « Qu'est-ce que je fais là ?» Bruce Chatwin, qu'est-ce que je fais là? Alors, je vais vous la poser la question. On va parler un petit peu de spiritualité maintenant. J'avais tendance à dire qu'est-ce que vous faites là? Ah, la grande histoire. J'ai bien vu que vous aviez pris une histoire avec un curé en soutane parce que c'était KTO. Il y en a une et j'ai pas osé. Il rencontre un moment un espèce de gourou qui se prend pour Jésus aux États-Unis. Oula. J'ai pas. Non. Vous avez eu peur de nous choquer. Ouais, elle est spéciale. Vous avez reçu quelle éducation, vous, sur le plan de la foi? Enfin, est-ce qu'il y a eu une éducation déjà? Non, pas du tout. J'ai été baptisé, mais je pense plus parce que ça se faisait. On m'a jamais emmené à l'église. On n'a jamais cherché non plus à vous en détourner non plus. À m'en détourner. Non. Donc c'est une sorte finalement de néant en termes d'éducation. Oui, je crois que je n'ai jamais été attiré par tout ça parce que je n'en ai jamais eu besoin.
Ah, parce que vous pensez que c'est parce qu'on en a besoin qu'on est forcément croyant, quelle que soit la religion? J'imagine qu'on trouve dans la foi. Alors, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la foi. Après, la religion. C'est la mise en forme de cette foi, hein, la religion. L'Église, les églises, ou je ne sais pas comment appeler ça, les différentes religions, tout ça est un domaine qui m'attire beaucoup moins. Mais la foi, je peux la comprendre. Je pense qu'on en a tous envie. Hein, mais je n'en ai pas eu besoin. Moi, j'en ai pas besoin. Ça ne m'apporte à rien de croire à quoi que ce soit. Vous qui êtes beaucoup dans la nature, qui vivez aujourd'hui à la campagne, qui aimez les grands paysages, les beaux paysages, qui vous extasiez finalement, qui avez gardé quelque chose de l'extase des enfants, si j'ai bien compris, dans votre rapport à la nature, et c'est très beau, garder l'émerveillement. Vous vous demandez des fois quelle est la source de tout ça ou pas? Il y a un principe dans la nature qui est assez flagrant, c'est que rien ne sert à rien. Tout est créé pour une raison, un rôle, est un petit engrenage de la grande pièce. Et ça me semble absurde de penser que tout ça ait été créé pour rien. Je pense qu'il doit y avoir, peut-être une force, moi j'appellerais ça une force, qui a été l'initiatrice de tout ça. Maintenant, quelle forme elle a, j'en sais rien. Et étant convaincu d'une seule chose, c'est que je resterai toujours dans le doute, j'ai choisi de ne pas m'occuper de cette affaire-là, de faire une croix dessus et de ne pas m'en occuper. Donc pour l'instant, vous êtes agnostique, comme on dit. C'est sans opinion fixe. Sans opinion fixe. Sans opinion fixe, ouais. Mais en même temps, vous êtes jeune, donc vous avez le temps de peut-être vous reposer la question d'ici quelques années. Vous avez quelle relation avec la mort? Enfin, vous l'envisagez comment? Vous la vivez comment? Alors c'est assez... moi, j'ai jamais... je trouve que penser à la mort, je trouve que c'est quelque chose de très vivifiant. Alors, on peut... c'est pas faux. Ah, c'est pas faux. Et puis, c'est rigolo parce qu'hier, j'entendais une émission, j'entendais Jacques Brel à la radio. J'ai appris qu'il est un poète vraiment extraordinaire. Et qui disait que quand il était gamin, il y avait les morts à la maison. Les gens venaient se recueillir auprès des morts. Le visage était découvert, et puis je ne sais pas combien de temps ça durait. Donc les morts étaient présents. Puis ils étaient veillés aussi. Ils étaient veillés. Et les malades restaient à la maison. La vieille grand-mère qui allait plus bien, elle restait quand même là, on la voyait tous les jours. La maladie et la mort faisaient partie de la vie de tous les jours finalement. Et il racontait que tout ça avait disparu. Et que les gens, bizarrement, se croyaient bien portants et presque immortels. Et il trouvait qu'aujourd'hui, les gens avaient beaucoup de soucis d'immortels. Alors qu'Élie disait, c'est une erreur. Il faut penser qu'on est mortel, et c'est au contraire, ça donne beaucoup d'énergie et d'envie de vivre comme un mortel. Ça, comment je pourrais dire ça, ça donne une intensité à ce que vous voulez vivre plus importante. Il estimait que de vivre comme si on était immortel. Elle vous fait peur, la mort? Ce qui me fait peur, c'est la perte. Oui, la mort, oui, c'est ça, effectivement. L'après, je ne m'en soucie pas du tout. L'événement en lui-même non plus, mais perdre tout ça. Et les quelques secondes, imaginons qu'on meurt de sa mort naturelle, les quelques secondes avant la bascule, c'est un moment que je trouve assez effrayant. Mais un de vos collègues, Jean Rochefort en l'occurrence, je l'avais entendu dire, il parlait à un jeune acteur, je ne sais plus qui c'était, mais il disait « Rassurez-vous, plus on vieillit, plus on dépose des choses par rapport à ça, et plus finalement on est tranquille. » En tout cas, lui le vivait comme ça. Et même le côté bascule, passage, lui faisait plus si peur que ça. Je trouvais que c'était quelque chose de très joli finalement. Oui. Bon, s'il est détendu, tant mieux. Enfin, bon, quand même, la bascule, je veux dire, c'est une bascule, c'est qu'on ne touchera plus rien, on ne verra plus une couleur. Mais c'est peut-être mieux après. Ah oui, alors ça dépend. Disons que ce serait une bonne nouvelle s'il y avait un après, c'est ça? Oui. Ouais. Il vous arrive d'entrer quand même dans, que ce soit les églises ou des temples, des mosquées? Oui, dans les églises, oui. Les églises, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un lieu assez... ils sont très bien bâtis pour ça. C'est-à-dire que ça invite quand même au recueillement. Moi, il n'est pas dirigé envers Jésus ou Dieu, mais c'est des lieux assez fantastiques qui imposent quelque chose d'assez extraordinaire et qui font réfléchir. J'étais aussi avec un collègue, Vincent Elbaz, un acteur je tournais avec lui à Prague, qui m'a emmené dans la plus vieille... comment ça s'appelle pour les Juifs? Ah, mais oui, j'y suis allée, une synagogue. Une synagogue. À côté du cimetière juif?
peut-être bien, ouais. Ouais, Un ouais. tout petit truc. Bon, il faut montrer pas de blanche pour rentrer, Ouais. mais c'est un peu en sous-sol, une vieille maison en pierre. Et c'est assez impressionnant quand même. Et ça vous parle quand même? Le lieu, oui. Après, le lieu était habité par des gens qui plongeaient dans des choses un peu bizarres. Bon, c'est leur affaire, mais les lieux me parlent. Après, la pratique de toutes ces affaires, moins. Mais les lieux sont assez fascinants. Ouais. C'est des lieux d'histoire et chargés de quelque chose quand même. Alors Grégory, cette émission va se terminer déjà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter là pour à court terme, à moyen terme, à long terme? À court terme. Oh, les trois, moi j'aurais mis les trois, des jolies aventures, hein, des jolies aventures, des belles découvertes, et puis de rêver encore un petit peu. Bon, il y a moyen, hein, il y a moyen de rêver. Et puis je trouve aussi que, on n'en a pas parlé peut-être ou rapidement, mais avec ces histoires d'environnement, bon, parce que ça peut avoir un côté un peu gentil, bobo, comme ça. Non, enfin, mais c'est sérieux. c'est sérieux, et puis je trouve assez fascinant dans quoi on va rentrer. C'est-à-dire que les événements, ce que la planète est en train de vivre, va faire rentrer l'être humain dans une espèce de nouvelle conscience, c'est-à-dire que c'est limité. Il est limité et il a besoin de faire attention à ça pour sa survie. Et je trouve que ça peut lui apporter quelque chose, j'espère, de salutaire. Mais en tout cas, merci de nous avoir éveillés encore plus à cette question-là. On a appris à vous découvrir un peu plus. Moi, je vous souhaite beaucoup de beaux projets et alors donc beaucoup de rêveries. J'ai bien compris. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Grégory de Rangère. Au revoir. Au revoir.